Le 1er août 2008, un groupe de 25 alpinistes commença son ascension du K2 sous un ciel dégagé, sans savoir que les 48 heures suivantes deviendraient l'un des épisodes les plus meurtriers de l'histoire de l'alpinisme. 11 vies furent perdues et les survivants se retrouvèrent à se demander ce qui avait si tragiquement mal tourné sur la montagne sauvage. Le K2, avec ses 8611 mètres d'altitude, n'est pas une montagne ordinaire. C'est une bête, un monolithe de roches et de glace qui a coûté la vie à plus de 80 personnes depuis que les alpinistes ont tenté de la conquérir pour la première fois. Souvent éclipsé par le mont Everest, le K2 est à bien des égards plus difficile et dangereux. Alors que l'Everest offre plusieurs voies vers le sommet, chacune avec différents degrés de difficulté, le K2 n'a pas de chemin facile. Toutes les voies sont difficiles. Ces pentes abruptes s'élèvent à des angles de 45 degrés ou plus, recouvertes d'un mélange de calcaire et de glace qui rend chaque pas précaire. Un seul faux pas peut envoyer un alpiniste dévaler des milliers de mètres vers le bas. Ce n'est pas seulement le terrain qui représente une menace. Le K2 a son propre système météorologique, un mélange volatile de vent et de tempête qui peut transformer une journée ensoleillée en blizzard mortel en quelques minutes. La probabilité de mourir d'une chute ou d'être frappé par une chute de glace est disproportionnellement élevée comparée aux autres sommets. Malgré ces dangers, ou peut-être à cause d'eux, le K2 attire des alpinistes du monde entier. Pour beaucoup, c'est le défi ultime. Atteindre le sommet du K2 n'est pas seulement un accomplissement, c'est un insigne d'honneur. Mais cet insigne a un prix très élevé, comme les événements du 1er août 2008 le démontreraient tragiquement. Ce jour-là, 25 alpinistes partirent du camp 4, situé à 7800 mètres, avec le sommet en ligne de mire. Le temps était parfait, ciel dégagé, peu de vent et des températures qui, bien que glaciales, étaient gérables. C'était le genre de jour dont rêvent les alpinistes, surtout sur une montagne comme le K2, où le beau temps est un cadeau rare. Mais comme les alpinistes allaient bientôt le découvrir, le beau temps ne signifie pas toujours une ascension sûre. L'ascension du K2 est une course contre la montre. Les alpinistes doivent atteindre le sommet et redescendre avant que le temps ne change ou avant que l'obscurité ne tombe. Une fois que la nuit descend, la montagne devient un endroit encore plus dangereux, avec des températures qui chutent et une visibilité réduite à presque rien. Mais ce jour-là, une série de retards pousserait l'horaire des alpinistes bien au-delà de ce qui était sûr. L'un des plus grands défis sur le K2 est le goulot d'étranglement, un couloir raide et étroit par lequel les alpinistes doivent passer pour atteindre le sommet. C'est la section la plus dangereuse de l'escalade. Le goulot d'étranglement est tristement célèbre pour ses séracs suspendus, des blocs massifs de glace qui peuvent se détacher sans avertissement, envoyant des tonnes de glace s'écraser sur les alpinistes en contrebas. Pour aggraver les choses, le goulot d'étranglement est si raide qu'il y a peu d'espace pour manœuvrer. Les alpinistes doivent se déplacer rapidement mais avec prudence, sachant que tout retard pourrait être mortel. Alors que la matinée du 1er août commençait à se dérouler, la section traîtresse du goulot d'étranglement du K2 devint une scène de chaos croissant. Parmi les 25 alpinistes qui étaient partis du camp 4 aux premières heures se trouvaient des membres de diverses expéditions, 3 de Norvège, 4 de l'équipe hollandaise Nori, 6 Sud-Coréens, 3 Serbes, 2 Américains, 1 Français et 2 alpinistes solitaires d'Espagne et d'Italie. Dans ce mélange se trouvait Dren Mandić, un alpiniste serbe qui se retrouva dans une position précaire. Luttant contre les conditions brutales et la pression de l'escalade, Mandić prit une décision critique. Il se décrocha de la corde fixe, possiblement pour ajuster son système d'oxygène ou pour dépasser un autre alpiniste. Cette action apparemment simple mena au désastre. En un instant, Mandić perdit l'équilibre et commença à chuter. Ceux qui étaient proches ne purent qu'observer avec horreur tandis que Mandić tombait de manière incontrôlée le long de la pente raide, son corps tournant violemment hors de contrôle alors qu'il descendait le goulot d'étranglement. La chute de Mandić fut longue et terrifiante, mais incroyablement, quand il s'arrêta finalement, il était encore vivant. Les alpinistes qui observaient depuis le camp 4 le virent se relever, ce qui les amena à croire qu'il avait d'une façon ou d'une autre survécu à la chute brutale sans blessure. Mais quelques moments plus tard, Mandić s'effondra à nouveau. Cette fois, il ne se releva pas. La montagne avait réclamé sa première victime du jour, mais tragiquement, il ne serait pas le dernier. Il restait maintenant 24 alpinistes. La nouvelle de la chute de Mandić se répandit rapidement parmi les alpinistes restants. La réalité des dangers du K2 devint douloureusement claire, et la journée ne faisait que commencer. Peu après la chute de Mandić, Meyer et Strang, tous 2 membres de l'équipe américaine qui étaient au camp 4, reçurent un appel radiofrénétique rapportant que Mandić bougeait encore. Avec un mélange d'appréhension et de devoir,
Ils décidèrent de remonter pour voir s'ils pouvaient offrir de l'aide. Pendant ce temps, deux des coéquipiers serbes de Mandik et un porteur pakistanais de haute altitude, Jehan Beg, se dirigeaient déjà vers l'endroit où gisait Mandik. En l'atteignant, ils réalisèrent la vérité cruelle. Mandik était mort de sa chute. Malgré les signes clairs que Mandik était au-delà de toute aide, les Serbes, suivant les ordres de leur chef d'équipe au camp de base, décidèrent d'essayer de ramener le corps de Mandik au camp 4. Il fut rejoint par Frederick Strang et Jehan Beg, et un autre Pakistanais qui avait initialement été embauché pour aider l'équipe serbe mais avait été libéré pour des raisons que personne ne pouvait clairement comprendre. Beg fut embauché par la suite par l'alpiniste français Hugues Dobared à la dernière minute et s'était joint au groupe qui montait la montagne. Cependant, Beg montrait déjà des signes d'épuisement et d'anxiété, ajoutant une couche d'inquiétude à une situation déjà précaire. Alors que le groupe se préparait à descendre le corps de Mandik au camp 4, Strang commença à remarquer le comportement de plus en plus erratique de Beg. Beg semblait désorienté, offrant d'abord d'aider au sauvetage, puis refusant, et quelques moments plus tard revenant pour assister. Il devint évident que Beg souffrait du mal des montagnes, ses actions devenant plus confuses et dangereuses. Alors que le groupe luttait pour descendre le corps, le plan était simple, descendre le corps de Mandik le long de la pente enveloppé dans un sac de couchage. Mais l'angle raide et le poids du corps rendirent la tâche beaucoup plus traîtresse qu'anticipée. Beg, qui tenait la corde attachée au corps de Mandik, devint de plus en plus nerveux. Quelques secousses soudaines du poids du corps firent perdre l'équilibre à Beg. Il trébucha contre Strang, paniquant alors qu'il s'agrippait aux cordes attachées au corps puis à Strang, qui lui cria de lâcher la corde. Beg hésita mais finalement lâcha la corde. Il commença à glisser le long de la pente de manière incontrôlable, prenant de la vitesse à chaque seconde. À l'horreur de tous, Beg ne tenta pas d'arrêter sa glissade en utilisant la technique d'auto-arrêt, une manœuvre standard d'alpinisme qui aurait pu lui donner une chance de s'en sortir. Au lieu de cela, il fonça tête première par-dessus le bord d'une corniche massive, disparaissant dans l'abîme. À 12h30, la nouvelle dévastatrice de la deuxième victime atteignit le camp 4. La chute de Jehan Beg fut un rappel dur de la nature impitoyable du K2. Le nombre d'alpinistes s'était maintenant réduit à 23. Après cette perte choquante, les alpinistes serbes décidèrent d'abandonner leur mission de descendre le corps de Mandik. Au lieu de cela, ils l'enveloppèrent dans le drapeau de leur pays, l'ancrèrent au flanc de la montagne avec un piolet et commencèrent leur descente de retour au camp 4. Strang réfléchit plus tard sur la situation, déclarant que s'il avait su que Mandik était déjà mort, il n'aurait jamais risqué sa vie dans une tentative de le descendre. C'est une règle non écrite en alpinisme. Quand un alpiniste est immobile, essayer de le déplacer peut souvent résulter en tragédie supplémentaire. Nicolas Rice, un alpiniste de l'équipe française qui avait été retardé, prit aussi la difficile décision de descendre à ce moment-là. La mort de Jehan Beg soulignait les périls de tenter de déplacer un alpiniste mort ou incapacité sur une montagne comme le K2. Le moral de l'équipe était brisé, mais le sommet appelait encore ceux qui restaient. À l'arrière de la file, Wilco van Rooijen, Cavan de Gevel et Gérard McDonnell devenaient de plus en plus frustrés alors que le progrès du groupe ralentissait jusqu'à presque s'arrêter. Dans un tel embouteillage à haute altitude, il n'y avait aucun moyen de se déplacer plus vite que les alpinistes les plus lents. Pamba, un alpiniste expérimenté grimpant sans oxygène supplémentaire, observa avec consternation un alpiniste coréen épuisé prendre presque une heure pour se déplacer de seulement quelques pas le long de la corde. Quand le groupe réussit finalement à passer la traversée et sortir de sous le surplomb, il était déjà 14h30. Ils avaient perdu 6 heures cruciales dans le goulot d'étranglement, mais l'attrait du sommet était trop fort. Aucun des alpinistes ne fit demi-tour. Alors qu'ils approchaient du dernier tronçon vers le sommet, des doutes surgirent. Les cordes étaient au mieux discutables. Ceux qui ouvraient la voie avaient trouvé une section de corde d'escalade faite de cordons de 8 mm, laissés de la saison précédente. La ligne avait passé une année exposée aux éléments brutaux et aux radiations ultraviolettes intenses à 27 000 pieds, mais c'était tout ce qu'ils avaient. L'alpiniste norvégien Rolf Bay, aux prises avec la difficile décision, choisit de faire demi-tour à seulement 100 mètres en dessous du sommet. Cependant, il encouragea sa femme Cecilia Skog et leur ami Lars Nessa à continuer l'ascension. Pendant qu'ils continuaient, Bay attendit juste au-dessus de la traversée, gardant un œil vigilant sur leur progrès. Tragiquement, Cecilia fut plus tard témoin de son mari emporté de la montagne lors d'une chute de glace soudaine. Il ne restait maintenant que 22 alpinistes. Le premier à atteindre le sommet fut Alberto Zerin, un alpiniste basque qui avait établi un rythme effréné. Il atteignit le sommet à 15 heures,
encourageant plus tard l'équipe norvégienne en leur disant que ce n'était qu'une heure de plus jusqu'au sommet. Un par un, les alpinistes atteignirent le sommet, chaque arrivée étant un mélange d'épuisement et d'euphorie. Mais quand le dernier alpiniste, Marco Confortola, atteignit le sommet à 19h30, le jour déclinait déjà. Le soleil se couchait et l'obscurité descendait rapidement sur le K2. À 20h30, la montagne était enveloppée dans l'obscurité. La descente était sur le point de commencer, et avec elle, la véritable horreur des événements du jour allait se déployer. Parmi eux se trouvaient Van de Gevel et Hugues d'Aubared, qui commencèrent leur descente du sommet vers 19h30. Hugues, notoirement lent et désorienté, luttait pour maintenir le rythme. Le manque d'oxygène en bouteille avait fait ses ravages sur lui, et la réalisation qu'il pourrait ne pas en avoir assez pour retourner au camp 4 pesait lourdement sur son esprit. Son porteur, Karim Meherban, qui avait été vu pour la dernière fois au sommet, avait mystérieusement disparu. Hugues signala à Van de Gevel de continuer devant lui, sentant peut-être qu'il ne ferait que le ralentir. Alors que Van de Gevel naviguait soigneusement à travers le goulot d'étranglement traître dans l'obscurité, il entendit soudain un bruit sourd et un son de chute. Une forme humaine passa à côté de lui, plongeant dans l'abîme. Il crut que c'était Hugues, qui avait succombé à l'épuisement et aux conditions brutales. Avec Karim et Hugues disparus, il restait 20 alpinistes. Pendant ce temps, Marco Confortola, qui bivouaquait plus bas, rapporta avoir entendu des cris et vu de faibles lampes frontales clignoter et disparaître après qu'un rugissement assourdissant eut résonné à travers le champ de Sérac. On croit que l'alpiniste que les deux hommes ont été témoins était effectivement Hugues, qui était à court d'oxygène des heures auparavant et était trop épuisé pour continuer en sécurité. Van de Gevel atteignit finalement le camp 4, mais c'était tard, trop tard. Bien que grimper le K2 soit indéniablement dangereux, c'est souvent la descente qui s'avère fatale. L'exposition prolongée dans la zone de la mort, où les niveaux d'oxygène sont critiquement bas, mène à une hypoxie sévère. Les alpinistes deviennent désorientés, confus et physiquement faibles, rendant chaque pas potentiellement le dernier. Tôt le matin suivant, au-dessus de la traversée, Wilco van Rooijen abandonna la recherche des cordes fixes et décida de descendre seul. Sa vision défaillait et il craignait de devenir aveugle à cause de la neige, une sentence de mort sur la montagne. Désespéré de survivre, il savait qu'il devait sortir de la montagne rapidement. Confortola et McDonnell, cependant, ne le suivirent pas immédiatement. Alors que Van Rooijen descendait, il rencontra les alpinistes coréens restants et leur guide, Jumik Bot. Les hommes étaient emmêlés dans un réseau cauchemardesque de cordes, certains pendus la tête en bas, ensanglantés mais encore vivants. Il n'était pas clair ce qui avait causé leur situation, si une seconde chute de Sérac, une avalanche ou une chute régulière les avait laissés emmêlés, mais couper les cordes signifierait une mort certaine pour les alpinistes piégés. Van Rooijen, réalisant qu'il pouvait faire peu pour aider, donna ses gants de rechange à Jumik Bot, qui l'informa qu'une mission de sauvetage était déjà en cours depuis le camp 4. Sachant que sa vie en dépendait, Van Rooijen continua sa descente, laissant derrière lui le groupe emmêlé. Au camp 4, Pamba prenait des photos des alpinistes suspendus. Le leader coréen, M. Kim, proposa une mission de sauvetage, mais l'équipe américaine manquait de personnel pour aider. Déterminé, M. Kim envoya 2 Sherpas, Tsering Bot et Pazambot, pour sauver les 3 Coréens et leurs guides, qui étaient leurs parents. Plus tard dans la matinée, Confortola et McDonnell atteignirent le groupe coréen et travaillèrent sans relâche pour les libérer de leurs cordes. Confortola réussit à saisir une radio du Sherpa suspendu et appela à l'aide, déclarant qu'il était trop épuisé pour continuer. Les Coréens furent au moins repositionnés dans un état plus confortable, bien qu'ils restassent emmêlés. Confortola, son énergie épuisée, commença sa descente, tandis que Gérard McDonnell choisit de rester derrière et continuer le sauvetage seul. McDonnell grimpa pour trouver les points d'ancrage qui piégeaient les Coréens, un effort héroïque qui serait son dernier. Il travailla plusieurs heures pour libérer les hommes des cordes avant que le désastre ne frappe à nouveau. Vers midi, Tsering Bot et Pazambot atteignirent le bas du goulot d'étranglement où ils trouvèrent Marco Confortola rampant sur ses mains et genoux, complètement épuisé. Ils contactèrent rapidement Pamba par radio, l'exhortant à monter et aider, car Confortola atteignait la fin de ses forces, ayant été sur la montagne pendant plus de 30 heures. Confortola finit par s'endormir sur la pente. Pendant que Confortola dormait, une avalanche massive traversa le goulot d'étranglement à seulement quelques mètres de l'endroit où il gisait. Quand il se réveilla, il vit le corps partiellement enterré d'un alpiniste dans la neige et la glace, qu'on crut plus tard être Gérard McDonnell, qui avait été emporté par l'avalanche. Le groupe s'était maintenant réduit à 19 alpinistes. Plus tard,
vers 14 h, Pazambot contacta Pamba à nouveau pour rapporter que les Coréens et leurs guides, qui avaient été libérés plus tôt par McDonnell, descendaient finalement le goulot d'étranglement. Cependant, la tragédie frappa à nouveau quand une autre chute de sérac emporta les 3 Coréens, leur Sherpa et l'un des Sherpas sauveteurs. Seul Tseringbot, qui grimpait plus lentement, s'échappa. De retour au camp 4, Pamba se retrouva seul dans sa détermination à sauver Comfortola, qui luttait encore sous le goulot d'étranglement. Malgré les dangers, Pamba partit seul. Alors qu'il atteignait Comfortola et commençait à s'occuper de lui, un autre morceau de glace massif tomba du sérac au-dessus. La chute de glace tua tragiquement les 3 Coréens, leur Sherpa et le Sherpa qui avaient été envoyés pour les sauver. Le nombre d'alpinistes s'était maintenant réduit à seulement 14. Malgré le chaos et la perte autour d'eux, Pamba réussit à aider le Comfortola à demi-conscient à descendre la montagne. Comfortola, épuisé et souffrant de gelures sévères, avait passé plus de 30 heures exposé aux conditions dures du K2. Pendant ce temps, Wilco avait réussi à descendre le goulot d'étranglement, mais sa vision se détériorait rapidement et il était désorienté dans l'obscurité, sans idée claire de où il se trouvait sur la montagne. Son seul espoir était de continuer à descendre. Utilisant sa radio, il appela à l'aide de ses collègues au camp 4, mais la communication était difficile à cause de sa condition qui empirait. Pamba rejoignit Cavan de Jevel dans une tentative désespérée d'intercepter Wilco près du camp 3. Guidé par les instructions radio de Marten van Esseke, qui observait à travers un télescope au camp de base, ils localisèrent finalement Wilco. Il avait survécu plus de 40 heures exposé aux éléments brutaux du K2, souffrant de cécité des neiges, de déshydratation et de gelures sévères. Dans la soirée du 3 août, Pamba, K et Wilco atteignirent le camp de base. Wilco reçut des soins médicaux immédiats pour ses orteils et mains gelés. Finalement, Marco Comfortola fut secouru et, avec Wilco et K, furent évacués, tous à peine vivants après leur terrible épreuve. Alors que les alpinistes survivants se regroupaient au camp de base, ils partagèrent une dernière canette de bière que Gérard McDonnell avait gardée pour célébrer son retour réussi. Ce fut un moment amer, rempli de souvenirs de leurs amis tombés. Marco Comfortola, qui avait passé 4 jours éprouvants sur la montagne, fut le dernier à être évacué par hélicoptère. Le K2 avait réclamé 11 vies cette saison, un rappel brutal de pourquoi on l'appelle la montagne sauvage. La montagne ne serait pas conquise à nouveau jusqu'en 2011, mais la mémoire de ceux perdus en 2008 perdurait longtemps dans les cœurs de ceux qui survécurent.